Historiquement, le père Marin Mersenne, philosophe et savant français né en 1588, est considéré comme un pionnier de l'acoustique. Il crée en 1635 une académie, ancêtre de l'Académie des sciences, dans laquelle des savants érudits comme René Descartes, Pierre de Fermat, Blaise Pascal, Thomas Hobbes, Christian Huygens ou encore Gilles Personne de Roberval peuvent venir échanger autour de leurs travaux respectifs de recherche. Il s'intéresse également à la chute des corps en collaboration avec Galilée. En 1636, il publie un livre intitulé Harmonie universelle, dans lequel il traite de la nature des sons, des consonances et dissonances musicales en termes d'intervalles de fréquence entre les notes, du phénomène de réflexion du son et de la théorie des sons émis par la voix, les instruments à cordes et les instruments à vent. Dans son livre, il publie les bases qui vont permettre de montrer que le son est une vibration qui se propage dans un milieu sous forme d'onde longitudinale. Par exemple, un haut-parleur met en mouvement les molécules d'air proches de sa membrane vibrante, la vibration se propageant ensuite de proche en proche, les tranches d'air vibrant de quelques micromètres autour de leur position d'équilibre, sans aucun transport macroscopique de matière. Les ondes sonores sont présentes tout autour de nous, dans la nature, dans la musique, en médecine, par exemple en échographie, et dans les systèmes de détection comme les sonars, mais également dans d'autres thématiques, par exemple en thermoacoustique, où l'on peut transformer de l'énergie sonore en énergie thermique. Nous allons dans cette vidéo établir l'équation de propagation des ondes dans les fluides moyennant une approximation linéaire, et nous en donnerons quelques applications, notamment en acoustique musicale. Nous proposons ici une expérience pour mettre en évidence des ondes stationnaires dans un tube cylindrique. Cette expérience a été initialement réalisée par le physicien allemand Heinrich Rubens en 1906. Le dispositif consiste en un tube de métal de 8 cm de diamètre, de 3 mètres de long, rempli de gaz de ville. Il est percé sur le haut de trous régulièrement espacés de 1 cm et de 1 mm de diamètre. Une extrémité du tube est fermée par un bouchon et l'autre par un haut-parleur. Nous allons enflammer le gaz qui sort du tube et mettre en mouvement la membrane du haut-parleur à l'aide d'un générateur basse fréquence. Nous remarquons que pour certaines fréquences, les flammes se distinguent par leur hauteur et leur vivacité. Ce phénomène résulte de la différence de pression au niveau de chacun des trous, différence de pression engendrée par la propagation et les réflexions de l'onde acoustique envoyée dans le tube. En faisant varier la fréquence du GBF, nous recherchons la mise en résonance du gaz. Nous observons alors des ondes stationnaires qui se manifestent par la clarté et une différence de grandeur de flamme plus marquée le long du tube. La rangée de flammes est divisée en espaces égaux, correspondant chacun à une demi-longueur d'onde. Ainsi, localement, il se crée des points avec une pression qui oscille fortement, ventre, et des points à pression constante, nœud. En augmentant la fréquence d'excitation de la membrane du haut-parleur, nous trouvons les résonances successives correspondantes au mode propre du système. Une onde sonore est une vibration mécanique qui se propage dans un milieu matériel, comme l'air ou un liquide. Dans l'air, la vitesse de propagation du son est de 340 mètres par seconde, dans les conditions usuelles de température et de pression. Dans l'eau, elle est de l'ordre de 1500 mètres par seconde. Cette propagation s'accompagne d'une variation de pression et de masse volumique se propageant de proche en proche. Plus la surpression acoustique, c'est-à-dire la variation de la pression par rapport à l'état d'équilibre est grande, et plus le volume sonore est élevé. On se limite à une propagation unidimensionnelle de l'onde sonore dans la direction de l'axe OX. On note PA, la pression du fluide à l'équilibre, et MUA, sa masse volumique. En présence d'une onde sonore, la pression dans le fluide devient PA plus la surpression acoustique notée P de X et du temps. Cette surpression reste toujours faible vis-à-vis de la pression atmosphérique. Par exemple, pour l'air, elle vaut 2 millipascals dans une pièce calme et peut atteindre quelques dizaines de pascals lors du décollage d'un avion. La masse volumique du fluide varie également faiblement autour de sa position d'équilibre, d'une quantité que l'on notera mu, de telle sorte que la masse volumique du fluide sera la valeur d'équilibre MUA plus mu, dépendant de X et du temps. Dans le cadre de l'hypothèse acoustique, les calculs seront effectués à l'ordre 1 pour toutes les grandeurs, ainsi que leurs dérivées spatiales et temporelles, mu,
P, ainsi que la vitesse moyenne d'une tranche d'air, notée V. L'expérience montre que la propagation des ondes sonores est généralement caractérisée par un faible amortissement au sein du fluide où elle se propage. On négligera donc les phénomènes dissipatifs, comme la conduction thermique ou les phénomènes de viscosité, ce qui revient à postuler le caractère isentropique de la propagation des ondes sonores. Le coefficient de compressibilité isentropique traduit la variation de volume d'un corps lorsque la pression est modifiée à entropie constante, ce qui permet d'écrire finalement la relation suivante entre la variation de la masse volumique du fluide et la surpression. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à une tranche de fluide, soumise à une surpression P, nous obtenons l'équation numéro 1. Le principe de conservation de la masse donne ensuite, en utilisant le coefficient de compressibilité isentropique, la dernière équation permet d'écrire finalement une seconde équation reliant la vitesse à la surpression. En utilisant l'équation 1, on obtient l'équation vérifiée par la vitesse, que l'on peut écrire sous la forme classique d'une équation de D'Alembert, la dérivée seconde de la vitesse par rapport à la position, moins 1 sur c carré fois la dérivée seconde de la vitesse par rapport au temps égale à 0, où c égale 1 sur la racine carrée de mu_a fois qui s, et la vitesse du son dans le fluide. Comme dans le cas de la corde vibrante, on observe une compétition entre le terme d'inertie, mu_a, et le terme d'élasticité, qui s. Si on assimile l'air à un gaz parfait diatomique, alors le coefficient de compressibilité isentropique vaut qui s égale 1 sur gamma fois Pa, où gamma égale à 7/5 pour l'air, et le rapport des capacités calorifiques à pression et volume constant. La vitesse du son dans l'air devient, en utilisant l'équation d'état du gaz parfait, où Ta est la température d'équilibre de l'air et Mr, sa masse molaire, égale à 29 grammes par mol. L'application numérique donne à 20 degrés Celsius une vitesse de 343 mètres par seconde, conforme à la valeur mesurée. La petite fille qui attend sous la pluie que l'on ait enfin calculé la vitesse du son dans l'air a néanmoins encore assez de lucidité pour mesurer la durée qui sépare l'éclair du tonnerre. Ayant compté 3 secondes, elle en déduit que l'orage se trouve à 1 km d'elle. La réponse de l'oreille à un stimulus de pression ne suit pas une loi linéaire. En effet, les tests d'écoute montrent que la sensation subjective du volume d'un son est reliée au logarithme de l'excitation physique. Ainsi, on définit le niveau de pression en décibels par, où Pf désigne la valeur efficace de la surpression, P en décibels égale 20 fois le logarithme du rapport de la pression efficace sur la pression efficace de référence, qui représente la surpression minimale correspondant au seuil d'audition pour une fréquence de 1000 Hz, équivaut 2 10 puissance moins 5 pascal. Cette surpression est environ 10 puissance 10 fois plus faible que la pression atmosphérique et représente une amplitude des vibrations du tympan de l'ordre de grandeur du rayon de l'atome d'hydrogène, soit autour de 30 picomètres. Le son le plus fort supportable par l'oreille correspond à une pression d'environ 20 pascal. Ainsi, il y a un rapport de 1 million entre le seuil d'audition et le seuil de douleur de l'oreille. L'utilisation du décibel permet alors de représenter l'étendue des sons audibles sur une échelle de 0 à 120. Donnons quelques ordres de grandeur. Une voix chuchotée à 1 mètre émet un niveau sonore de 30 décibels. Un lave-vaisselle situé à 1 mètre, 50 décibels. Un restaurant scolaire, 80 décibels. Un marteau-piqueur situé à 3 mètres, autant qu'un casque audio dont le volume est au maximum, 100 décibels. On peut remarquer que la sensation de volume sonore perçue par l'oreille dépend aussi de la fréquence. Ce phénomène est présenté par les courbes d'isosonie, c'est-à-dire de même perception de volume sonore. Le test est réalisé en faisant écouter à un groupe de personnes un son sinusoïdal soutenu dont on va faire varier la fréquence et l'amplitude. Chaque courbe représente un même niveau de sensation de volume sonore. La courbe plate du haut indique le seuil de douleur de l'oreille. Ce niveau est d'environ 120 décibels pour toutes les fréquences. Ainsi, pour des sons très forts, le niveau d'intensité pour produire la même sensation de volume sonore ne varie pas beaucoup avec la fréquence. Par contre, pour des sons très faibles, la sensation varie considérablement. Les instruments à vent, comme la flûte, émettent un son grâce aux ondes stationnaires qui s'établissent dans un tuyau muni d'une embouchure à une extrémité, l'autre pouvant être ouverte ou fermée. L'embouchure est un ventre de vitesse.
Si le tuyau est ouvert à l'autre extrémité, la surpression y sera alors nulle. On observera un nœud de pression associé à un ventre de vitesse. Pour un tuyau fermé à l'autre extrémité, c'est le contraire. La vitesse des tranches d'air y sera alors nulle et on observera un nœud de vitesse et un ventre de pression. La flûte peut être modélisée comme un tuyau dont les deux extrémités sont ouvertes. La longueur d'onde du son fondamental émis par une flûte de longueur L est, lorsque tous les trous sont bouchés, lambda 1 égale 2L. La fréquence est alors nu1 égale C sur lambda 1 égale C sur 2L. Pour une flûte soprano de longueur L égale 32,5 cm, et en prenant la vitesse du son égale à 340 mètres par seconde, on trouve une fréquence du fondamental nu1 égale C sur 2L égale 523 Hz, qui correspond au Do 4. Le jazzoflûte, ou flûte à coulisses, peut être modélisé comme un tuyau dont une extrémité est ouverte et l'autre est fermée et amovible par un piston. La longueur d'onde du son fondamental émis par un jazzoflûte de longueur L égale 25,5 cm et lambda 1 égale 4L. La fréquence est alors environ 330 Hz. Lorsqu'on augmente la colonne d'air, la fréquence diminue.